Chers collègues, merci de nous retrouver pour ce nouveau module du CCAFU Online dédié à la vessie. Nous sommes très heureux d'aborder à nouveau cette thématique. Le groupe CCAFU Vessie est très éclectique et aujourd'hui j'ai rassemblé autour de moi des intervenants que vous connaissez déjà, puisque nous avions fait un plateau ensemble. Il s'agit d'Alexandra Masson-Lecomte qui est à ma droite, à l'hôpital Saint-Louis. Je la remercie d'être là. À côté d'elle, le docteur Evangelos Xylinas de l'hôpital Cochin. Et enfin à ma gauche, le professeur Stéphane Larrey, qui est chef de service d'urologie à l'hôpital de Reims. Donc merci à vous trois de m'accompagner aujourd'hui. Nous allons brasser un certain nombre de thèmes et une fois n'est pas coutume, nous allons débuter par le cas clinique qui nous permettra d'introduire la thématique développée dans un second temps par Evangelos Xylinas, parce que nous avons des préoccupations quant à la prise en charge des tumeurs de vessie n'infiltrant pas la musculeuse en France, eu égard aux difficultés d'approvisionnement au BCG. Donc nous allons aborder la thématique des alternatives. Et puis nous allons clôturer cette session avec Alexandra sur le sujet très important de l'immunothérapie, car les urologues doivent s'emparer de cette thématique qui semble éloignée de leurs préoccupations quotidiennes aujourd'hui. Mais les données dont nous disposons dans la littérature et des essais cliniques vont rapidement s'incorporer dans notre pratique. Et c'est le but de cet exposé aujourd'hui. Donc sans tarder, Stéphane, je te donne la parole pour le cas clinique et je pense que tu veux nous interpeller sur quelques questions pratiques. Exactement, merci Morgane. Donc on va aborder un cas très banal finalement, c'est celui d'un homme avec assez peu d'antécédents, une hypertension artérielle. Il a un antécédent de tuberculose, mais il a plus de 45 ans qui était guéri et qui ne pose pas a priori de problème aujourd'hui. Donc à l'occasion d'une hématurie et d'un scanner, on découvre sur ce dernier une lésion de 3 cm, tout à fait caractéristique de la vessie, qui prend le contraste, donc elle est vascularisée, et une cytologie réalisée à la même occasion qui retrouve des cellules de haut grade. Evangelos, je te pose la première question. Qu'est-ce que tu proposerais à cet homme? À savoir une résection classique en lumière blanche, une résection sous ex-vix. Et que ferais-tu vis-à-vis des biopsies en muqueuse d'aspect normal ou au niveau de l'urètre prostatique? Et puis, est-ce que tu ferais quand même une cystoscopie d'abord pour confirmer? Alors, donc c'est une lésion de haut grade à la cytologie urinaire. Donc, je lui proposerai une résection transurétrale de vessie en lumière bleue, donc sous ex-vix, si c'est disponible évidemment dans mon établissement, ce qui est le cas aujourd'hui. Je ne ferai pas de cystoscopie d'abord parce que j'ai déjà la cytologie qui est positive et on a le scanner qui montre la lésion. Est-ce que je ferai des biopsies de l'urètre prostatique? Elles peuvent être discutées, elles sont recommandées par les recommandations de l'EAU en vue éventuellement d'une cystectomie si c'est une lésion de haut grade. C'est important de rebondir sur ce que vient de dire Evangelos parce que la luminofluorescence dont on parle, finalement c'est un outil du diagnostic et on est au moment de la primorésection et comme Evangelos l'a souligné, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question d'utiliser cet outil, sous réserve bien sûr, et l'actualité nous force à constater qu'il y a des problèmes de remboursement actuellement, donc on verra, et ce sont des sujets qu'on développera hors, j'allais dire CCAFU Online, mais c'est une préoccupation, en tout cas si cet outil est disponible, il faut l'utiliser. L'autre point, celui de la cystoscopie, on peut continuer quand même sur ce point-là. Peut-être Alexandra peut nous dire ce qu'elle aurait fait, sachant que dans les recommandations, stricto sensu, si un malade vient avec une échographie qui montre une lésion vésicale, on peut se passer de la cystoscopie diagnostique. Bon nombre d'urologues n'aiment pas trop procéder de la sorte. Alexandra, toi, tu aurais eu un scanner concluant, comme évoqué dans le cas. Est-ce que tu aurais fait la cystoscopie malgré tout? Moi, je suis d'accord avec Evangelos que s'il y a une cytologie de haut grade avec un scanner qui est très évocateur, je ne le fais pas. Là où je me méfie plus, c'est les tumeurs qui sont très proches du col avec une cytologie de bas grade. Parfois, il peut y avoir une confusion avec un lobe médian. Ça arrive quand même de temps en temps. Donc, c'est dans cette situation-là où je ferais quand même volontiers une cystoscopie avant pour éviter une anesthésie générale pour rien. Je crois qu'il y a un point, c'est du bon sens qui vient de dire. Et puis c'est surtout, est-ce qu'on connaît le radiologue qui a fait l'examen? Parce que si on est habitué à travailler avec lui et que voilà, on lui fait confiance, il y a une bonne valeur prédictive positive. Parfois, on peut se retrouver. Finalement, parce que comme tu dis, Alexandre, c'est tout à fait vrai. Un lobe médian proéminent est parfois pris pour une tumeur par des radiologues. Quand on regarde les images, on voit, quitte à refaire soi-même l'échographie. Puis sur le scanner, on n'a pas trop de doute en général. Bien, poursuivons. Donc là, je rappelais juste, l'ex-vix, c'est recommandé dans les recommandations françaises comme européennes. En France, dès la première tumeur, au niveau européen, seulement en cas de cytologie positive. Pour ce qui est des biopsies, bien entendu, toute lésion en muqueuse est à biopsier. Dans le cas des recommandations françaises et européennes, en cas de muqueuse d'aspect normal, on recommande les biopsies dans tous les cas à l'EAU et seulement en l'absence de tumeur de vessie pour les recommandations françaises.
Alors ce patient a finalement une résection sous vessie, sous ex-vix, et la résection est décrite comme complète. C'est une tumeur unique, on voit ici. Elle fait à peu près 3 cm. Il n'y a pas de lésion de CIS qui est retrouvée, ni de perforation décrite. Alors, est-ce que, Alexandra, tu proposerais une IPOP chez ce patient? Aujourd'hui, les recommandations du CCAFU proposent de réaliser une IPOP pour les patients qui ont un score ERTC bas, inférieur à 5, c'est-à-dire principalement les petites tumeurs multiples de bas grade. Donc, on n'est pas tout à fait dans ce contexte ici, parce que je crois que la tumeur faisait 3 cm. On a une cytologie de haut grade, donc on part plutôt sur une tumeur à haut risque. Donc, a priori, ce n'est pas les tumeurs de référence pour lesquelles l'IPOP a démontré un bénéfice. Cela dit, quand on voit l'image comme ça, elle n'a quand même pas l'air énorme. La cytologie n'est pas toujours dans le vrai. Il n'y a pas de perforation. Je pense que ce n'est pas complètement évident de répondre. Il est possible que je la fasse quand même. Alors, si on regarde la littérature un petit peu, donc l'IPOP, globalement, sur des tumeurs un peu de cette catégorie-là, si on regarde les méta-analyses qui ont été faites, une tumeur unique, le risque de récidive diminue de 47 à 36%, donc à peu près 20% de réduction du risque de récidive. Pour les tumeurs multiples, c'est un peu du même ordre de grandeur, même si elles récidivent plus souvent. Et puis, comme tu l'as dit, les recommandations, c'est plutôt pour les EORTC inférieurs à 5, sur le score de récidive. Alors, c'est un petit peu artificiel, puisque, comme tu l'as dit, en pratique, c'est des tumeurs multiples, parce que s'il y en a beaucoup d'endroits, probablement il y en a encore d'autres qu'on ne voit pas ou qu'on aurait pu rater, et puis des lésions pas trop profondes pour pas qu'il y ait de trop larges résections qui pourraient poser problème de tolérance, voire de perforation. Oui, juste un point là-dessus, le ORTC, évidemment, il y a quand même une part de subjectivité dans les décisions qu'on va prendre, puisqu'on aura la NAPAT qu'après. Donc, évidemment, on a les cytologies qui nous donnent une bonne indication. Moi, à titre personnel, je vais vous dire, l'IPOP, elle était préconisée larga manu par l'EAU une certaine période. Ces lésions dont on sent, lumière blanche ou pas, qu'il va falloir faire une bonne résection profonde, maximaliste. J'ai toujours peur d'avoir des extravasations d'améticine, donc je serais plus restrictif vis-à-vis de l'IPOP dans cette indication. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, et je pense qu'Alexandra a parfaitement souligné, dans les petites lésions unifocales, localisées, etc., ça peut être utile, mais ça demande aussi une habitude locale et une organisation, et donc parfois beaucoup d'énergie, et donc je pense que cette énergie, il vaut mieux la déployer dans les vraies indications que vous avez exposées tous les deux, c'est-à-dire celles pour lesquelles on pense qu'elles appartiennent à la catégorie des ORT supérieurs à 5, parce que c'est bien évidemment, souvent les étudiants ou les collègues nous en parlent en disant comment vous le savez, on n'a pas le stade et le grade, et on l'aura après, mais c'est vrai que c'est d'où encore l'intérêt de la cytologie pré-résection, que bon nombre d'urologues ne font pas en France, et ça c'est dommage. Absolument. Et là où c'est contradictoire, enfin il y a des résultats des études différentes, c'est effectivement quand il y a du haut grade, et en l'occurrence là il y a une cytologie de haut grade, donc a priori une tumeur de haut grade. Donc en pratique, il n'y a pas d'IPOP qui a été faite pour ce patient. Donc il est revu avec les résultats anatomopathologiques et il s'agit en fait d'une tumeur PTA de haut grade, sans CIS retrouvé. Le chorion est vu mais non envahi, le muscle en revanche n'est pas vu. Donc Evangelos, est-ce que tu proposerais à ce patient une re-résection de la vessie ? Alors oui Stéphane, je proposerais une re-résection parce que c'est une tumeur donc, de haut risque avec un muscle qui n'était pas vu à la première résection. Donc il faut absolument faire une re-résection pour éviter un risque de sous-stadification. Et est-ce que ça vous choque, PTA de haut grade, vous en voyez souvent? C'est quand même assez peu, on est assez peu coutumier de ces histologies-là, non? Il y en a à peu près 15%, je dirais. Donc ça arrive. Et puis après... PTA en l'absence de muscle vu, quoi. Donc, voilà. On estime qu'il est au moins PTA, enfin au minimum. Donc ça c'est un point important parce que en fait lorsque le muscle n'est pas vu, on sait que la résection n'était pas suffisamment profonde et que dans ces cas-là, le pronostic de ces tumeurs dans les études qui ont comparé lorsque le muscle est vu ou pas vu, quel que soit le stade, est très défavorable dans les cas où il n'y a pas le muscle vu. Encore, ça c'est une remarque, un stade encore plus défavorable, c'est quand la notion de muscle n'est pas mentionnée dans le compte-rendu anatomopathologique, qui reflète probablement une expérience limitée de l'anatomopathologie dans ce cas-là. Un des messages de ton cas clinique, ça reste quand même de mieux vaut une résection avec muscle en place et pas d'IPOP, que d'aller être minimaliste, de ne pas ramener de muscle, de faire l'IPOP. On va pas être dans une bonne configuration carcinologique, quoi. Absolument. L'idée de la re-résection, c'est globalement de bien définir le stade, puisque en fonction de la profondeur, évidemment, si c'est infiltrant le muscle, ça change tout. Même un T1, c'est déjà, on passe on peut passer à une catégorie plus élevée. Et globalement, les études de re-résection montrent qu'il y a un bénéfice à les faire dans les tumeurs, en résumé, qui sont soit de haut grade, donc c'est PTA ou PT1, ou les lésions PT1 de bas grade qui sont rares cependant, mais également lorsque finalement la résection est incomplète, soit parce qu'on le sait qu'elle a été incomplète au moment de la chirurgie, soit au moment de la NAPAT parce que le muscle n'est pas vu,
ou tout simplement quand il y a une tumeur très volumineuse où le risque qu'il en reste soit important. Donc il y a quelques exceptions, c'est le PTA de bas grade G1, sans muscle vu, où là, il n'y a pas vraiment de risque qui est pris vis-à-vis du risque de progression de ces lésions-là. Et juste pour rappeler qu'une lésion PT1 qui n'est pas réséquée a plus de 3 fois plus de chances, entre guillemets, de progresser. Donc de passer à une tumeur infiltrant le muscle, ce qui est illustré sur la courbe sur la diapositive. Et donc le message, c'est vraiment la résection, c'est un élément clé pour être R0. Un point, Alexandra, la re-résection, le second look, puisqu'on part bientôt au Congrès européen, le second look, il est quand même à valoriser en cas de primo-résection en lumière bleue, selon toi, ou est-ce qu'on peut surseoir? Alors, je pense que il faut faire systématiquement un second look pour les tumeurs à haut risque. Les données de la littérature disent que quand même on a en gros 17 à 30%, c'est ce qu'on avait discuté dans le dernier CCAFU, de patients qui présentent une tumeur résiduelle. Et je crois que les conséquences pour le patient d'une résection insuffisante ou d'une mauvaise stadification sont telles que je pense qu'il faut se fendre de la réalisation d'une deuxième résection quelques semaines après. Je suis assez d'accord. Ce d'autant plus que le fait qu'il reste un petit peu de tumeur ou quelques cellules qui soient reposées, finalement, avec le BCG qui n'est plus pas possible de faire en entretien et la mitomycine qui est parfois limitée d'accès, on ne va pas rattraper une résection insuffisante. Donc, je crois que c'est comme toute chirurgie, il faut être R0 et la re-résection est un élément important dans ce cadre-là. D'accord. Donc, une re-résection est faite à 3 semaines qui ne montre pas de récidive visible. Donc, le lit tumoral est réséqué et il s'agit en fait d'une tumeur PT1 de haut grade, toujours sans CIS, et là, le muscle est bien vu. Alors, je rappelle juste, c'est un patient qui avait un antécédent de BCG. Et donc, Alexandra, que lui proposerais-tu à ce patient qui maintenant est PT1 de haut grade, résection a priori complète, même s'il y en avait sur la re-résection. Et donc, les options, c'est une nouvelle re-résection, ça peut être discuté parfois. Instillation de BCG, donc 6 d'induction, puis rien, ou une forme d'entretien d'1 an ou de 3 ans, ou encore la mitomycine avec de l'entretien. Alors d'abord, je pense qu'il faut préciser qu'un patient qui présente de nouveau du T1 sur sa résection, si la première résection avait été complète, est une tumeur qui est quand même de mauvais pronostic en termes de risque de progression par rapport à un patient qui a un second look qui est négatif. Donc on a une tumeur T1 qui fait 3 cm, qui est un haut risque, qui de surcroît présente de nouveau de la tumeur sur sa résection. Donc je partirais, c'est sûr, vers des instillations de BCG avec un entretien long, au moins 3 ans, donc enfin 3 ans, compte tenu du niveau de risque de ce patient. D'accord. Les antécédents de BCG, tu en tiendrais compte? L'antécédent de tuberculose, il est très ancien. Le patient est traité. Je lui ferai, je pense, à titre systématique, une radio du thorax et une IDR particulièrement chez lui pour m'assurer qu'il n'y a rien d'actif. Et si tout est négatif, je ferai les instillations comme chez un patient qui n'a pas d'antécédent. Tout à fait d'accord avec toi. Les patients qui sont T1, alors ce n'est pas le cas au départ, et qui sont re-réséqués T1, on le voit sur ce graphique-là, c'est la courbe du bas, ont un risque de progression à 5 ans, qui a été évalué par R, à 80%. C'est-à-dire alors c'est une population un peu particulière, qui est de deuxième avis, voire troisième avis, donc probablement un peu de retard à la prise en charge, mais ça souligne bien le fait que s'il y a toujours de la tumeur en place, et si on pense que la deuxième résection pourrait être incomplète, eh bien à ce moment-là, peut se discuter de la re-réséquer jusqu'à ce qu'on puisse tout retirer ou envisager une alternative. L'autre chose, c'est vis-à-vis du BCG, donc c'est bien de rappeler qu'effectivement, le BCG fonctionne très bien avec de l'entretien, que sans entretien, c'est ce qu'on voit sur la comparaison à droite par rapport à la mitomycine, et bien finalement, la mitomycine, bien qu'il n'y ait pas de différence significative, fait pareil que le BCG, voire peut-être un petit peu mieux, 4,49%, mais ce n'est pas significatif. Donc c'est vraiment important d'apporter de l'entretien. Et lorsqu'on fait de l'entretien, eh bien, vous voyez qu'on réduit de façon significative, selon le cas, par rapport à la mitomycine, ou en général, de quasiment 37%. Voilà, c'est un risque de réduction général. Alors, il a du BCG, on lui propose 3 ans. Aujourd'hui, avec les restrictions, ce n'est pas du tout certain qu'il puisse avoir 3 ans. Mais cela dit, après la deuxième instillation, il fait une réaction au BCG, une prostatite tuberculeuse, qui est des choses rares qui arrivent. Et donc, au final, il a eu 2 instillations et le BCG est bien entendu interrompu. Dans le cadre de son suivi, à 3 mois, il a une cystoscopie qui s'avère être normale et se pose aujourd'hui la question de la poursuite de la prise en charge. Donc, Evangelos, qu'est-ce que tu proposerais? Simplement une surveillance, cette cystoscopie étant normale, reprendre du BCG mais avec des doses plus faibles, avec une prophylaxie avec de la ciprofloxacine, passer à la mitomycine avec une forme d'entretien, la gemcitabine, et puis les nouvelles
possibilités qui sont en train de se développer sur la mitomycine hyperthermique et enfin la cystectomie totale. Alors, on est devant un cas d'intolérance au BCG, donc à la deuxième installation du traitement d'induction. Par conséquent, donc là, on a une contre-indication à reprendre le BCG, donc je ne ferai pas du tiers de dose, puisque ça a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice, même en toxicité. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de traitement, en fait, parce qu'il n'a eu que 2 instillations. Donc, il faut absolument le traiter. Une option devant ce haut risque, c'est d'envisager la thermochimiothérapie. La cystectomie quasiment immédiate, en fait, puisqu'il n'a eu que 2 traitements d'induction, me semble un peu lourde dans ce contexte, surtout en l'absence de tumeur en place. Donc, je ferai une alternative, donc probablement de la thermochimiothérapie. Donc, effectivement, le BCG, c'est contre-indiqué à partir du moment qu'on fait une complication sévère, comme la prostatite. Et là, actuel, le traitement, c'est au moins 3 mois d'antituberculeux. Donc, on peut aussi imaginer que si du BCG était repris, il serait moins efficace. La mitomycine, on a vu qu'avec entretien, c'est à peu près l'équivalent du BCG sans entretien. Ça serait un minimum, on va dire, hein, de faire ce genre de choses-là. La gemcitabine, c'est plutôt pour les tumeurs réfractaires au BCG, pour lesquelles l'option de la cystectomie n'est pas envisageable, où on peut réduire par rapport au BCG un peu le risque de récidive, qui est difficile à mettre en place globalement. Et puis, comme tu l'as évoqué, la cystectomie sans lésion retrouvée, bon, ça peut être une option, mais c'est mieux une surveillance. Voilà, c'est un peu dans le surtraitement. Et puis enfin, la mitomycine hyperthermique, qui est la question qu'on se pose aujourd'hui sur quelle est son efficacité, quelles sont ses possibilités d'accès en France. Et donc, Morgane, je pense que c'est la suite de la discussion qu'on pourrait avoir. On va vous répondre. Ce qui est clair, c'est qu'il semble, dans ce cas particulier, qu'il y ait une petite fenêtre de tir pour l'utilisation d'une alternative au BCG. Parce que, justement, on n'a pas de CIS. Mais on n'a pas de CIS aussi parce qu'on avait un bon outil diagnostique au départ qu'on a évoqué, qui est la luminofluorescence. Donc, si on a les bons outils et qu'on peut stratifier de façon très adéquate les patients, ça nous permet éventuellement de proposer l'alternative au BCG. Mais le BCG, tout de même, et tu l'as rappelé, reste le gold standard dans, j'allais dire, les hauts risques. C'est vrai que l'absence de carcinome in situ nous laisse une possibilité et on va évoquer ici toutes les pistes à creuser parce que cette réflexion doit être menée en France, elle est déjà menée dans d'autres pays européens.